de la SCAF du 23 septembre au 10 octobre 1996. Nous arrivons à Pékin, nous irons ensuite à Xi'an, Nankin, Shanghai, Kunming dans le Yunnan, ensuite Guilin et la rivière Li, pour terminer à Hong Kong, ce petit point rouge. L'arrivée à Pékin. Beaucoup de publicité à l'arrivée. La Chine, c'est 1,281 milliard d'habitants. Et les premiers parkings de bicyclettes. Le ministère des Affaires étrangères, départ de l'hôtel Beijing International, où nous allons résider 3 jours, pour la visite du temple des lamas. Cet ancien palais de l'éternelle harmonie logeait Yongzheng avant son accession au trône en 1723. La coutume voulait que l'ancienne résidence d'un fils du ciel fût assignée à une fonction religieuse. Et en 1732, ce palais fut transformé en lamasserie. Le pavillon des 10 000 bonheurs. Où trône un Bouddha de 23 mètres de haut, le Bouddha Maitreya, taillé dans un bloc de bois de santal, dit-on d'un même bloc. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est un centre de diffusion d'art tantrique et du bouddhisme tibétain. La forme des tuiles, les dragons en fresque, en sculpture, qui protègent des mauvais esprits. Le nombre des figurines varie avec l'importance du bâtiment. Et le rite le plus pratiqué est le rite tibétain. Le plan du temple la même avenue la nuit. Un adepte du Taijiquan ou Qigong, technique reposant sur le principe taoïste selon lequel la douceur finit toujours par l'emporter. Nous allons vers le tombeau des Ming, à 35 km
au nord-est de la capitale. Des travaux partout et nous suivons notre route qui sera ouverte le 1er octobre. Un arrêt dans une manufacture d'État. Oui, c'est vrai. Les hommes, mais ça s'ouvre quand on s'assoit comme ça. L'atelier de peinture. La cuisson. La finition et le magasin de vente. Et nous allons vers le tombeau des Ming. La voie des esprits ou chemin des âmes mortes. Elle possède 36 gardiens de pierre, 12 dignitaires civils et 12 paires d'animaux, lions, chameaux, éléphants, chevaux ou créatures fabuleuses. Cette voie s'arrête au pied du tombeau de l'empereur Yongle, 1402-1424. Reprenons le quart pour aller vers le mausolée de Wandi que nous allons visiter. Nous voici devant les boutiques de fruits bien appétissantes. Le plan du site avec au sommet les tumulus de 11 empereurs, 3 cours précédaient les tombeaux, et nous voici dans le tombeau de l'empereur Wandi. Et voilà ce que nous verrons au caméscope du tombeau. Et nous quittons ce mausolée tombé. Des jouets bien chinois. L'armée en visite. Et nous allons déjeuner avant de poursuivre vers Badaling, la Grande Muraille. Et nous voici tout près de Badaling, sur la Grande Muraille. Et cette ligne de chemin de fer qui mène vers le Moyen-Orient, l'Europe, en passant par la Sibérie. Une fosse à ours près du parking. La Grande Muraille est le seul ouvrage humain que l'on distingue à l'œil nu depuis la Lune. Voici un bastion et je suis sur une tour de guet.
Elle ondule sur 5000 km. Il y a 25 000 bastions comme celui-ci. Cette ondulation sur 5000 km est comme l'échine d'un dragon de la mer de Bohai jusqu'au désert de Gobi. Et les gardiens du site qui repoussent les visiteurs car il est 16h15 et la journée est finie. L'équilibre de la Grande Muraille, cymbales et tambours. Et nous quittons Badaling. C'est chinois, c'est pas. Le retour au Beijing International. « 24 heures sur 24, la Chine travaille. » Et nous sommes place de la Paix Céleste. Le palais de l'Assemblée du peuple. Ici le monument aux héros du peuple. Le mausolée de Mao. La Chine reste rurale à 80% et ses massifs sont en l'honneur de son agriculture, de ses produits maraîchers. Et c'est dans ce palais du peuple que se tiennent les assemblées législatives, le Parlement chinois. Mausolée de Mao et monument à la gloire des héros du peuple et portrait du docteur Sun Yat-sen, père spirituel de la Chine, de la République de Chine. Inspiré du moulin à prière, je pense. Ceci montre les images de la vie chinoise. Et nous verrons à Nankin le mausolée du docteur Sun Yat-sen. Et dans la perspective de la fête du 1er octobre, ces jolis jardins chinois. Cette place Tiananmen a quadruplé sa superficie dans les années 50. Pendant la révolution culturelle, d'innombrables réunions de gardes rouges eurent lieu. Et les manifestations de 76 amenèrent la chute de la bande des Quatre.
Et ce fut ensuite le triste printemps de Pékin en 1989 avec les événements tragiques que l'on connaît. L'intégration avant l'heure par l'image de Hong Kong, qui sera chinois le 1er juillet 1997. Friands les Chinois de ce style, et cette marée humaine qui déferle allant vers le mausolée de Mao. C'est de cette porte de la paix céleste que Mao proclama l'avènement de la République populaire chinoise le 1er octobre 1949. Et nous pénétrons dans la cité interdite par la porte de la paix céleste. Nous gagnons ensuite la porte du Méridien. La pensée classique chinoise ne faisait pas de la Terre un disque plat, mais un carré. Une ville, et en particulier une capitale, se devait donc d'être carrée, afin de refléter l'ordre cosmique et de se conformer à ses normes géométriques. Aucune cité chinoise n'illustre mieux que Pékin ce principe architectural fondamental, et les architectes Ming le respectèrent. Cité interdite en est la parfaite illustration. Nous sommes dans l'enceinte séparant la porte du Méridien que nous venons de franchir avec la porte de l'harmonie suprême. Dans cette enceinte coule le ruisseau aux eaux d'or, avec ses 5 ponts en marbre. Et cette cité interdite est un quadrilatère de 965 mètres de long pour 767 mètres de large et qui couvre en plein centre-ville de Pékin 72 hectares. La vieille ville l'entourait. Nous nous retrouvons face au palais de l'harmonie suprême, qui abrite le trône de l'empereur. C'est en 1421, après 17 années de travaux, que l'empereur Yonggol emménagea dans le palais impérial. Il servit de siège au gouvernement et de résidence à 24 empereurs des dynasties Ming et Qing. Et cela dura jusqu'en 1911, avènement de la République. Le trône de l'empereur, les jarres monumentales, le palais de l'harmonie parfaite et à l'arrière-plan le palais de l'harmonie préservée. L'intérieur du palais de l'harmonie parfaite, salle de repos de l'empereur. Protection des chaussures ou respect du sol, du lieu.
et l'intérieur du palais de l'harmonie préservée, salle des banquets et des concours impériaux. Et nous allons vers la porte de la pureté céleste qui donne accès à la partie privée de la cité. C'est Lyon qui garde l'entrée de la porte de la pureté céleste. Et maintenant, le palais de la pureté céleste. On estime que 9 à 10 000 personnes vivaient à l'époque des empereurs dans ce palais qui possédait 9000 pièces. Il y avait 3000 eunuques, servantes ou concubines. Cette salle d'audience le palais de la tranquillité terrestre, résidence des impératrices. Une tortue mythique la salle de la prospérité, et nous allons vers les jardins impériaux. La montagne de raffinement accumulée, naturellement artificielle. De chaque côté de cet axe central sud-nord que nous venons de traverser, il existe à gauche et à droite une multitude de palais, dont 6 de chaque côté sont identiques. Et nous nous dirigeons vers la porte du génie militaire, la porte nord de sortie. Et nous allons aller vers la colline du charbon en face. Cette colline entièrement artificielle a été construite, érigée avec les terrassements de la cité interdite excédentaire. Elle protégeait des vents du nord la cité impériale. Et une dernière vue sur la cité interdite, la porte du génie militaire. Et la danse du palanquin continue pour les touristes. Et ces briques rondes de poussier de charbon solidifiées avec de l'eau. Propriété de l'armée chinoise à des fins capitalistes. Et nous partons pour le parc du Temple du Ciel. Pékin est passé en 10 ans de l'horizontale à la verticale, réduisant à une taille de nain l'observatoire des Jésuites que l'on voit et les lamasseries qui, dans le passé, dépassaient d'une tête la vieille ville des Hutong. Et nous entrons dans le parc du Temple du Ciel, de 270 hectares. La voûte céleste impériale. Théoriquement, l'écho devait revenir par suite de l'enceinte circulaire
ce ne fut pas. Et nous allons vers la salle de la prière. La salle de la prière est une esquisse rotonde de bois assemblée sans un seul coup. Son triple toit de tuiles bleues est soutenu par 28 colonnes. Les 4 piliers centraux symbolisent les 4 saisons. Les 24 autres représentent les 12 mois de l'année, ainsi que les 12 tranches de 2 heures du jour. Le plafond de la porte d'entrée. Et nous allons s'asseoir à une représentation de l'opéra de Pékin. Après une longue éclipse pendant la révolution culturelle, l'opéra de Pékin revient sous sa forme traditionnelle. C'est un spectacle total qui mêle étroitement art dramatique, chant, danse et une acrobatie spectaculaire digne du cirque. Chaque geste, chaque détail du costume, chaque couleur du maquillage a une signification très précise, codifiée au moins depuis 300 ans. Un acteur qui lève le pied très haut passe une porte. S'il prend un bâton orné de glands dans la main droite, il monte à cheval. Dans la main gauche, il descend de cheval. Le manque d'entretien apparaît sur ces immeubles HLM. Nous arrivons devant le palais d'été. C'est une véritable succession de palais près du lac Kunming. Les principes du Taijiquan, unité du corps et de l'esprit, méditation en mouvement, développement simultané de la force intérieure et de la puissance physique.
résumer, le Taijiquan c'est la technique reposant sur le principe taoïste, selon lequel la douceur finit toujours par l'emporter. Le palais de la joie et de la longévité. Le palais des fragrances bouddhiques sur une colline parfumée. Le long corridor qui court sur la rive nord du lac et relie les principaux bâtiments. C'est une galerie couverte décorée d'innombrables scènes de la mythologie chinoise. Et nous arrivons au bateau de marbre, où l'impératrice Xixi donnait fête et banquet. Et nous poursuivons la visite du palais d'été. Et nous allons déjeuner dans un restaurant proche de l'aéroport. Et ce Pékin vertical qui continue son ascension, son expansion. Un péage d'autoroute à la chinoise. Et voici notre Tupolev pour Xi'an. Dîner de raviolis chinois à l'hôtel Wanyan. La tour de la cloche près de notre hôtel, qui est l'hôtel de la cloche. La vue de cette tour à partir de l'hôtel. Et nous partons vers le tombeau de Qin Shi Huangdi et son étrange armée de terre cuite. Les remparts de Xi'an. Il travaille beaucoup, mais mauvais résultat. Parce qu'il savait. Et comme un peu partout en Chine, le bambou est roi. Pour la construction et pour beaucoup d'autres choses. Et nous allons voir cette étonnante armée d'argile de plus de 6000 guerriers avec leurs chevaux et leurs chars. Ce sont des chariots de bronze découverts près du tombeau de Qin Shi Huangdi.
Là, il s'agit d'un arbalétrier conduisant un char. Qui découvrit la fosse en creusant un puits. Il dédicace avec amour les albums du site. Nous continuons vers le hangar numéro 2, en cours de fouille, ce qu'il est permis de filmer, photographier. « 3 millions de visiteurs par an sur ce site. La mairie de Xi'an, le transport de la viande en ville, ces remparts datent de l'époque Ming. Le magasin du peuple ou de l'amitié où nous irons ensuite. Les remparts courent sur 14 km et font 12 mètres de large sur 12 mètres de haut. Ils ont subi d'importants travaux de réfection et le fossé qui les double a été intégré à un parc paysager. Le magasin annoncé. Et nous allons vers Yantalu, à la grande pagode de Loa. Cette grande pagode de Loa, sauvage, accuse 73 mètres de haut et a été édifiée en 652 au début de la dynastie des Tang. Et nous quittons la grande pagode de Loa sauvage. Le futur stade de Xi'an, l'auxiliaire de circulation avec son drapeau jaune. Et ce soir, c'est un spectacle de chant et de danse de la dynastie Tang au restaurant-théâtre. La danse au costume de Rami Blanc.
Et nous sommes arrivés à Nankin. Nous allons vers l'hôtel Jilin. Alors, c'était la résidence du gouvernement. Je m'appelle Jingling. L'hôtel Jilin, Alors, Jingling, hôtel entièrement construit par les Chinois. Nankin est la capitale de la province de Jiangsu et compte 4 500 000 habitants. C'est une ville universitaire riche en traditions culturelles. La statue du docteur Sun Yat-sen sur la place devant l'hôtel. Un petit marché dominical au pied de cette pagode-restaurant. alors maintenant, on est un peu au nord de cette ville. Et vous savez, Qui explique la construction de ce pont. Ce pont est à 2 niveaux, routier et ferroviaire en dessous. Le fleuve bleu sa construction, qui fut entièrement chinoise, dura 8 ans. Les rampes d'accès routières et dans le prolongement ferroviaire. Prévues dans le cadre de la coopération sino-soviétique, ce sont les seuls Chinois qui le réalisèrent par suite de la rupture des relations entre les deux pays en 1960. Et il est la fierté nationale des Chinois. La perspective sous les arches de la rampe d'accès ferroviaire. Nous allons vers le parc du lac Swanwu. La récupération des bouteilles plastiques vides. Et nous entrons dans le parc du lac Swanwu.
Et le dragon sous toutes ses formes. Le dragon protecteur. L'enfant unique choyé. Et ce train panoramique qui semble voguer sur les eaux du lac. « 66 ans à Nankin. Comme dans d'autres villes, les transports en commun sont pris d'assaut. La route bordée de platanes qui mène au mausolée du docteur Sun Yat-sen. Et la foule qui se presse à l'entrée. Ce docteur Sun Yat-sen participa à la chute de l'Empire céleste en 1911 et c'est à Nankin que fut proclamée en janvier 1912 la République chinoise. Il fut le premier président éphémère de cette jeune république en 1912 car il fut évincé presque immédiatement au bout de quelques mois. Il est honoré comme le père de la République et la foule en porte témoignage. Sa statue au-dessus de son tombeau. Il est mort en 1925 et demanda à reposer au pied de la colline de pourpre et d'or dans la cité où avait été proclamée la République en janvier 1912. Et la foule continue d'avancer vers ce mausolée au bout de 392 marches. Et ce magasin de l'amitié, réservé aux touristes, qui expose 16 huîtres perlières et d'autres objets. Et en cette veille de fête nationale, ce pèlerinage de la mémoire a une grosse affluence. Et on entend les cigales de Nankin, le premier petit chien que j'aperçois en Chine. Et nous rentrons sur Nankin. Et cet après-midi, c'est la visite du musée provincial de Nankin, sans caméscope. Et nous allons vers la vieille ville. Surveille sa ligne. L'ouverture du pont sur le Yangtze joua le rôle de catalyseur et entraîna une accélération du développement économique de la ville de Nankin.
la restauration de la rue pour ce soir. Nankin reste le plus grand port fluvial de Chine. L'hôtel Jiling, fierté aussi des Chinois, puisque réalisé entièrement par eux. Elle hésite, mais ce n'est pas pour nous. C'est la table d'à côté. Et la vue de la place du 36e dessus. Un bien précieux. En cette veille de fête nationale, c'est la fête pour beaucoup et le travail pour d'autres. Et nous allons vers la gare avec la chanson en chinois de notre guide local en signe d'adieu. Et la gare chinoise, embarquement des touristes. Les salons d'attente. Et en Chine, on cultive encore la différence, comme dans d'autres pays. Et voici notre train. Nous nous installons dans ces wagons à double niveau, niveau inférieur pour nous. Dans la Chine du fleuve bleu, « 2 millions de kilomètres carrés, 400 millions d'habitants. La Chine rêvée par les poètes et les peintres, la sagesse de la foule, bien en rang pour grimper dans les wagons qui lui sont réservés. Même le vertical pousse ici. Et à côté du monde quadrillé des rizières, tout un monde flottant. Des milliers de kilomètres de voies navigables dans cette Chine du fleuve bleu.
Nous sommes à Wuxi, des châtaignes d'eau. Nous approchons de Shanghai. Les haricots verts de Chine, l'infiltration américaine. L'arrivée à Shanghai. L'hôtel Sofitel de Shanghai. Un déjeuner un peu occidentalisé. Et nous allons aller cet après-midi vers le temple du Bouddha de Jade. Khmer est célèbre pour ses deux statues des Bouddhas de jade blanc, rapportées de Birmanie par le moine Huygen en 1882. L'un est représenté couché et l'autre assis. Cette statue du Bouddha assis mesure 1,90 m est décorée de nombreuses pierreries et pèse une tonne. Ces deux statues ne peuvent être filmées. 70 moines habitent ce sanctuaire. Ils ont de nombreuses boutiques alentour du sanctuaire et même dirigent un restaurant. Et nous quittons ce temple pour regagner l'hôtel Sofitel. Nous sommes rue de Nankin et avons de la peine à progresser. Cette rue de Nankin où passent quotidiennement 1 million de personnes est la vitrine de la Chine. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, jour de fête nationale. Je refais des photos. De la fenêtre de l'hôtel, la foule qui continue à se presser rue de Nankin. Et ce matin, il est 6h et quelques, je m'en vais vers le Bund, sur la rivière Huangpu. Les détritus de la veille.
Et c'est l'alignement de façade l'un des plus célèbres du monde. Les habitants de Shanghai s'y donnent rendez-vous sur ce bout pour leur mise en forme quotidienne. Tous les pays occidentaux avaient leurs concessions à Shanghai suite à la guerre de l'opium en 1842. Pudong en face qui va doubler Shanghai d'ici 15 ou 20 ans. En face Pudong, sur la rive est de la rivière Wunpu. Énorme ruche, myriade de chantiers de 500 km², 24 heures sur 24. Et je vais rentrer déjeuner à l'hôtel. Retour sur le Bund avec le groupe. Il est 9h15. Les trains de péniche transportant les détritus, les poubelles de la périphérie vers l'usine d'incinération. A remplacer les exercices physiques par la promenade. Et nous sommes dans la vieille ville. Métiers en tout genre, même très pointus. Du temple du dieu de la cité. La maison de thé X au milieu de ce petit lac. Et les serveuses de ce salon de thé sont déjà bien fatiguées dès le matin. Le jardin de la joie.
self-service à la mode chinoise. Shanghai est une commune autonome de 6200 km² qui compte 14 millions d'habitants, d'un esprit assez rebelle vis-à-vis de la République chinoise. En 1921, le Parti communiste y fut fondé et en 1966, la révolution culturelle partit de Shanghai. À la représentation du cirque de Shanghai. Le shampoing aux œufs dans l'allée d'un marché du soir. La charcuterie chinoise. Beaucoup d'avoine. Les feuillages colorés des arbres devant l'entrée de la salle.
va le spectacle. Et nous rentrons à l'hôtel. L'affluence a beaucoup baissé. Bien qu'impressionnante, cette prospérité des villes est un peu de la poudre aux yeux. Avant 1978, l'idéologie était aux commandes et la Chine a abandonné son système marxiste de communes populaires et d'uniformité pour établir l'économie socialiste de marché, associant le capitalisme à un régime de parti unique. Et nous allons vers l'aéroport de Shanghai pour gagner Kunming. En 2 décennies, depuis le lancement de la réforme économique de 1978, le pays est devenu méconnaissable. En moyenne annuelle depuis 20 ans, la croissance annuelle est de 10%. Avec comme corollaire le régime de l'argent, la spéculation, la corruption des cadres, l'arrogance des nouveaux riches. Ici, le stade de Shanghai qui se construit. Comaxien. Le marxisme n'a plus la cote et la société se désagrège. Pour conserver des repères, on remet Confucius et ses théories au goût du jour. Les médias exigeant un gouvernement juste et moral, mais surtout pas le multipartisme. Les médias étant orchestrés par le parti unique, naturellement. Shanghai est une zone économique spéciale, créée à l'initiative de Deng Xiaoping, après son lancement économique de la réforme en 1978. Cependant, dans l'empire du milieu, les droits de l'homme restent un vœu pieux et la dissidence un délit. Et nous voici à Kunming. Kunming, cité de l'éternel printemps. 2 millions d'habitants. Cette ville est située à 1900 mètres d'altitude. Et nous allons gagner le Temple d'Or, à 10 km au nord-est de Kunming. Le projet est d'élargir la capacité de cette route et sans autre forme de procès, on démolit une rangée de maisons. Le Conseil d'État n'a rien à voir là-dedans. Et pour aller au temple, les murs, les colonnes, les portes, les poutres, les tuiles, les rideaux, l'autel, tout est en bronze, même si la décoration imite le bois. Seuls les escaliers et les balustrades sont en marbre. Et ce temple pèse plus de 200 tonnes. Temple d'or, d'Iliane, fondé en 1671 et qui coiffe la colline du champ de Phénix. Et la pagode de ce sanctuaire taoïste, avec son magasin du peuple à l'intérieur.
Nous allons vers Chilin et sa forêt de pierres. Et voilà ce que je découvre au petit matin, aux alentours de l'hôtel. Chilin est à 86 km au sud-est de Kunming, près du village de Lunan. C'est la région de l'ethnie Sani. Avec le groupe, nous verrons la partie plus accidentée. C'est une partie aménagée ici avec des pelouses. Cette curiosité géologique serait le résultat de l'érosion pluviale sur des sédiments calcaires vieux de 200 millions d'années, soulevés par l'orogenèse. Retour à l'hôtel pour le petit déjeuner. Les formes les plus étranges de ces cartes. On imagine toutes sortes d'animaux, éléphants, buffles, rhinocéros, oiseaux, pagodes. Non, mais tu dis fou, hein, la forme du rocher, la forme du rocher. Eh bien ça y est, le plus dur est fait. Nous sommes partis de ce parking, rond-point. Et nous sommes en surplomb sur cette pagode pour une vue d'ensemble du site. Et nous entamons la descente. Ce lac artificiel est à l'initiative de l'IPAG, qui, séduit par le site, voulut que les rochers aient leur base dans l'eau.
Et nous quittons l'Hunan pour retourner à Kunming. Et cette Chine rurale à 80%. 350 millions d'actifs dans l'agriculture actuellement, alors que 200 millions suffiraient. Les maisons du village sont en briques de terre crue séchées, ce qui explique leur effritement. Une tradition très ancienne interdit aux femmes de participer à la construction des maisons. Sinon, elles s'écrouleraient. 7% de la population chinoise est composée de minorités, soit 80 millions. Et il y a 56 minorités nationales. Ces minorités sont aujourd'hui réparties dans les zones frontalières. Et le Yunnan, zone frontalière avec la Birmanie, le Laos, comporte beaucoup d'ethnies de ces minorités. Néanmoins, les Han sont majoritaires au Yunnan. Kunming et sa région bénéficient d'un climat tropical. La moyenne annuelle de la température est de 18 degrés. Et couramment, il y a 3 récoltes. Et sur la route du retour à Kunming, un arrêt dans un magasin du peuple. Le retour à Kunming. La promenade petit matin près du lac Vert. Les tâches ménagères. Et nous allons ce matin près du lac Dianche. Kunming, qui compte 2 millions d'habitants, est un important centre industriel. Le lac Dianche, une partie. Et nous allons au flanc de la falaise vers ce temple taoïste qui est plaqué sur le flanc de la colline. Et nous progressons le long de la falaise. Et voici cette fameuse porte du dragon. Le fait de la toucher promet le bonheur. C'est un temple taoïste.
On laisse tomber une pièce et selon son point de chute, cela porte bonheur ou non. Vous avez le choix pour composer votre repas. De l'Ouest, nous visitons d'abord le temple Tehuasi. Le fait de faire brûler de l'encens permet la communication avec les dieux pendant tout le temps que l'encens se consume. Je pense que pour ce travailleur chinois, les dieux sont bien haut perchés dans la colline. L'entrée du monastère bouddhique Yuan Tengxi. La salle des 500 Luan. Et cet après-midi, nous allons faire une visite dans la vieille ville. Cette ligne, il a peut-être là-bas. On va attendre maintenant que c'est une pharmacie pratique. Nous sommes chez le bon vieux docteur qui rédige une ordonnance en mandarin. Les produits qu'il recommande à des prix variables. Et voici sa pharmacie, cabinet médical. Le monument aux héros du peuple à Kunming. Nous quittons notre hôtel pour le lac Vert. Toujours un bel entrain. Et même de l'application et de la constance. Et nous sommes dans ce parc du lac Vert.
un joueur de pipa. Et ce manège pour enfants, bien fatigué. Et la fatigue accumulée de la semaine apparaît. Et en ce début d'après-midi du 6 octobre, nous allons visiter le temple Yuantong. Un essaim de frelons. Et pour ce temple récent, le ciment a remplacé le marbre. Et la tortue rose du temple Yuntong. Et nous quittons le temple Yuntong et Kunming. L'arrivée à Guilin à la nuit tombante. Nous quittons cet aéroport flambant neuf. Ma promenade du matin me conduit sur les berges de la rivière Li. Les adeptes de l'exercice physique ont remplacé le Taijiquan par un bain vivifiant. Et nous allons ce matin à Zhujiang pour prendre le bateau et descendre la rivière Li. Nous embarquons sous les parapluies. L'installation. Les bateaux partent à tour de rôle. La cuisine s'effectue à l'arrière de chaque bateau, car nous allons déjeuner et nous allons partir à notre tour. Ce vieux bateau qui sert de résidence. C'est accostage. Voilà, les passagers sont débarqués sur les skiffs et celui-ci va vers la rive droite. La région de Guilin doit sa surprenante beauté à un lent processus géologique. Ce plateau calcaire, vieux de 300 millions d'années, progressivement sculpté par l'érosion éolienne et pluviale, finit par donner ses innombrables quartz à tourelles, au sommet arrondi ou ébréché, et creusé de galeries souterraines. Ces montagnes verdoyantes en forme de pain de sucre, immortalisées par les poètes et les peintres, ont fait de Guilin l'une des villes les plus visitées de Chine avec Pékin, Shanghai et Xi'an.
3 millions de touristes chinois viennent chaque année à Guilin, et souvent pour leur lune de miel. C'est de la vente aux touristes qu'ils pratiquent. Et nous tournons à droite à Tsiping Town, allant toujours vers Yangsu. Les reliefs vont en s'atténuant. Ils s'agrippent au bateau et vont progresser le long de la cabine et vendre par les fenêtres coulissantes. Et c'est un pêcheur à la ligne. Une autre hôtesse du bateau. Et nous approchons de Yangsu. Canards qui seront peut-être laqués. Les pêcheurs à la ligne de Yangsu, le long de la falaise. Une autre sorte de pêche. Et on se précipite pour la photo. Un arrêt sur la route de retour vers Guilin et nous avons l'envers du décor que nous avons vu sur la rivière. Nous rentrons à Guilin et ce soir nous assistons à un spectacle donné par les minorités de la province. C'est un public jeune qui assiste à la séance.
Cette boule de coton, de tissu, est destinée à l'élu de son cœur. C'est ainsi que cela se passe lors de certaines fêtes dans la région. Et maintenant, tour des élèves. Et nous allons dans le village des minorités, qui ont des pavillons distincts. La colline Fubo et la grotte de la Perle restituée. Et nous rentrons dans la grotte de la flûte de Roseau. L'intérieur de la grotte, c'était avec une pièce magnétique pour allumer la lumière. Il y a deux points différents. Donc si on allume... Les abricots sont très longs chez nous. Et puis des choux. Le palais de cristal du roi dragon.
le lac près de la grotte de la flûte de roseau. Et nous apercevons la colline de la trompe d'éléphant. La voici. L'adieu à Guilin à partir du sommet de la colline Fubo, juché sur une table à 152 mètres d'altitude. Guilin est une très belle cité de la province de Guangxi. Nous étions là-haut. Pour terminer en Chine, un cours de médecine chinoise. Une consultation gratuite et le commercial pour finir. L'arrivée à Hong Kong. Nous sommes à Kowloon et en face Hong Kong. Le pic Victoria accuse 500 m. Nous ne sommes pas au sommet, mais nous dominons néanmoins Hong Kong. Le plaza atteignant 374 mètres. Hong Kong, c'est 6 millions d'habitants, dont 98% de Chinois, et une superficie de 1045 km². Le pic Victoria et Hong Kong à nos pieds, qui sera chinois le 1er juillet 1997. Le marché aux poissons restaurateur, la livraison des poissons s'effectue vivant. Et cela va être une balade dans le port. Le bardage avec des pneus laisse supposer de nombreux chocs. Notre déjeuner à Repulse Bay.
une climate réfrigérante, respectable. Nous étions ici à déjeuner, à Repulse B. Et nous quittons Hong Kong Island par les tunnels routiers et sous-marins. Et nous retrouvons la rue à Kowloon et notre canto national qui est international de la publicité. Et nous sommes à Kowloon, face à Hong Kong, sans soleil. Et ces jeunes mariés, qui sont l'avenir de Hong Kong, et je pense avec un moral en acier, comme Coco, notre guide de la journée. Et c'est le retour à l'hôtel, en vue du départ vers Hong Kong Airport. Et ce fut notre voyage en Chine, après Pékin, Xi'an, Nankin, Shanghai, Kunming, Guilin. Nous quittons la Chine à Hong Kong, ce petit point en dessous Canton,